Bon, les gars, les filles, au risque de me répéter, voilà, masterclass, encore une fois, masterclass. Oda enchaîne les masterclass, je sais pas quoi vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore un chapitre au terme duquel je suis émerveillé, ébahi, ébloui par le génie d'Oda, hein. On peut parfois critiquer Oda et c'est normal, on doit le critiquer. Mais quand il nous sort des masterclass comme ça, les gars, il faut s'incliner. On ne peut que s'incliner. Moi, je suis complètement ébloui et j'ai tellement de questions. Et ça, le truc avec Oda. Voilà un truc que j'aime pas avec Oda, c'est que chaque fois qu'il ferme une porte, il ouvre 60 portes. Chaque fois qu'il répond à une question, en fait, il déclenche 10 autres questions. Parce que là, j'ai tellement de questions, des questions par rapport au Haki, des questions par rapport à Zoro, des questions par rapport au roi Harald, des questions par rapport à Elbaf, par rapport à Loki, par rapport au gouvernement mondial, par rapport au rôle de Shanks. On apprend des choses sur Shanks dans ce chapitre. En tout cas, moi, personnellement, je suis sur le... Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. One Piece chapitre 1152, qui s'intitule, s'il vous plaît, une journée horrible. En tout cas, moi, j'ai une très belle journée. Ce chapitre m'a fait passer une très belle journée, mais en lisant le chapitre, on comprend pourquoi il s'appelle une journée horrible. Donc, allons-y. Bon, encore une fois, hein, Yamato, on t'aime. Shout out à Yamato. Yamato, on t'aime. Continue à être un gars solide, mais on a des choses importantes à faire là. Donc, au revoir. Bon, Scopper Gaban commence par nous dire que, voilà, en utilisant le Haki des rois, on peut parer à la capacité d'immortalité des chevaliers divins. Bon, on s'en doutait déjà un peu, n'est-ce pas? Que ce qui permettait à Scopper Gaban de blesser et d'empêcher la régénération des chevaliers divins, notamment de Summers, c'était l'utilisation du Haki des rois. Maintenant, est-ce qu'il y a une certaine façon d'utiliser le Haki des rois pour annuler la capacité des chevaliers divins? Ou est-ce que c'est n'importe quelle attaque qui est chargée de Haki des rois qui peut nullifier leur immortalité? Ça pourrait être intéressant. Zoro apprend aussi qu'il a le Haki des rois parce qu'apparemment il ne savait pas. Nous on sait depuis Wano parce que King, je crois, pendant son combat contre King, King a révélé qu'il avait le Haki des rois. Mais il semble qu'il ne savait pas. Donc voilà Scopper Gaban qui lui dit monsieur, vous avez le Haki des rois. Il dit qui, moi? Un truc qui est drôle, c'est que lorsque Scopper Gaban révèle que quelqu'un dans l'équipage de Luffy a le Haki des rois, Sanji s'émerveille tout de suite et dit ah, c'est moi, n'est-ce pas? Ah, moi j'en avais marre j'en avais marre qu'on me manque de respect, moi. J'en avais marre qu'on dise que Jinbei et Zoro sont plus forts que moi. Cette bande de fils de... Donc, vous voyez bien que Sanji, depuis, il est frustré, frère. Il internalise tout le manque de respect. Sanji voit, tu vois, à la manière de la dynamique entre Rayleigh et Scopper Gaban, il y a aussi une rivalité entre Zoro et Sanji, rivalité de qui sera le plus fort, qui sera le meilleur bras droit de Luffy, etc., etc. Donc il y a vraiment ce back and forth là. Et Sanji était dégoûté qu'on dise que c'est pas lui qui a le Haki des rois. Et encore une fois, lorsque Scopper Gaban révèle à Zoro qu'il a le Haki des rois, Luffy dit mais attends, t'étais pas au courant? Parce qu'apparemment le corps de Zoro gicle de Haki des rois. Il y a du Haki des rois comme ça qui émane constamment du corps de Zoro et Luffy est capable de le voir. Donc il semble que les gens qui ont le Haki des rois sont capables de le détecter dans les autres qui ont le Haki des rois une fois qu'il est éveillé. Ça c'est intéressant. C'est intéressant que même quelqu'un comme Sanji, qui est un expert en Haki de l'observation, n'ait pas été capable de détecter le Haki des rois dans Zoro. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a le Haki des rois, qui est capable de voir le Haki des rois. Donc là en plus, on a encore une autre pépite qui est que les gens qui ont le Haki des rois ont accès à des techniques, ont accès à des pouvoirs auxquels ceux qui ne l'ont pas n'ont pas accès. Donc, ça insinue plus ou moins que tous les personnages qui jouent un rôle majeur dans One Piece, qui vont jouer un rôle majeur dorénavant dans One Piece, normalement, ils devraient tous avoir le Haki des rois. Et quand on sait qu'un personnage comme Barbe Noire, par exemple, ça n'a pas encore été confirmé qu'il aura le Haki des rois, on se dit, est-ce que Barbe Noire sera vraiment l'antagoniste final qu'on pense qu'il sera? Bon, après peut-être que ce sera révélé, mais je sais que à l'heure actuelle, ça n'a pas été confirmé que Teach a le Haki des rois. Donc ça, c'est un peu bizarre, je trouve. Vu que maintenant, on sait clairement qu'il y a des choses que tu peux faire quand tu as le Haki des rois, que tu ne peux pas faire quand tu ne l'as pas. Et le Haki des rois, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est pas un truc que tu peux débloquer. C'est pas une technique que tout le monde peut apprendre comme le Haki normal. Tu vois, donc ça peut poser problème. En tout cas, on va voir comment Oda va gérer ça. Loki encore et toujours fait le forcing pour qu'on le libère, hein. Je sais pas, en fait, Loki insiste tellement
Je sais pas si c'est parce qu'il a quelque chose derrière la tête, parce qu'il a un plan, ou bien si c'est juste parce que il en a marre en fait. Il en a marre d'être enfermé. Je pense qu'il est là-bas depuis quoi, 14-15 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'il est enfermé là où il est enfermé. Et ça commence un peu à lui monter à la tête, tu vois, ça commence à le ronger. Il n'en peut plus. Et chaque opportunité qu'il a de négocier sa liberté, il y va. Et bien sûr, son demi-frère lui dit nada, tu vas nulle part. Un autre détail qu'il faudrait souligner aussi, c'est que lorsque Scopper Gagaman se rend compte que Zoro n'est pas au courant qu'il a le haki des rois, il se met à le bousiller, il se met à le frire. Il lui dit mais attends. Toi, tu prétends vouloir être le bras droit d'un homme qui dit qu'il sera le roi des pirates et tu n'es pas fichu de savoir utiliser le haki des rois, mais tu es malade toi. Tu es fou. Parce que comme Scopper Gagaman le dit, la puissance du haki réside dans la maîtrise qu'a son utilisateur. Si tu ne maîtrises pas le haki, tu ne peux pas le déployer. Donc il faut être un maître du haki. Il faut avoir maîtrisé le haki, notamment le haki des rois. Sauf que Zoro, lui, il utilise un peu inconsciemment, subconsciemment, sans même savoir qu'il l'a. Donc ça veut dire qu'il ne l'a pas affiné, comme par exemple un Luffy, ou comme un Shanks, ou comme un Scopper Gagaman. Et ça, c'est une honte pour quelqu'un qui prétend être le bras droit de celui qui sera le roi des pirates. Honte à toi, Zoro. Tu es une souillure. Tu es une honte pour l'équipage des chapeaux de paille. Et bien sûr que vous connaissez Zoro le samouraï. Ce genre de choses, il le prend très à cœur. Qu'on lui dise ou qu'on insinue qu'il est faible ou qu'il n'est pas assez fort ou qu'il n'est pas digne d'être le bras droit de Luffy, Zoro le prend très mal. Et je suis sûr que Zoro va faire un dinguerie. Je suis sûr que dans le prochain combat de Zoro, il va avoir une dinguerie. Je le dis là tout de suite. Prochain combat de Zoro, putain de dinguerie. Encore une fois, il y a le débat, la négociation autour de oui, est-ce qu'on doit libérer Loki? Est-ce qu'on doit laisser Loki ici et s'en aller? Et puis, il y a une espèce d'ascenseur qui a été mis en marche pour amener les gars en haut. Et l'ascenseur est sur le point de décoller et ils sont en train de dire Ashwudin, Luffy, venez. Et là, ils sont là dans les débats, dans les négociations, les longues discussions. Et Scopper Gagaman finit par dire à Ashwudin, les gars, libérez Loki. Et dès que Scopper Gagaman dit libérer Loki, Ashwudin le regarde et dit mais attends le vieux. Mais toi t'es malade frère. T'as pas entendu ce qu'on a dit? Loki est un criminel. Loki a tué son père qui est aussi accessoirement mon père. Loki a failli plonger Elbaf dans le chaos et la désolation. Et tu es en train de me demander de libérer cet homme pour lui donner encore une opportunité supplémentaire de détruire Elbaf. Pendant ce temps-là, comme Luffy voit que Loki se débat, que Loki négocie sa liberté, Luffy fait une proposition à Loki. Luffy lui dit, hey, rejoins mon équipe, rejoins mon crew. Si tu rejoins mon équipage et que tu deviens un de mes alliés, forcément, je peux négocier ta liberté. Et bien entendu que Loki se met dans une rage, mais une rage barathéonienne. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, espèce de petit espèce de qui tu te prends? Tu penses vraiment que moi, Loki, prince d'Elbaf, héritier au trône d'Elbaf, pirate tout puissant, pirate qui a connu Rox la légende, je vais venir m'associer à toi? Espèce de petit moustique, tu es malade toi. Et puis Scopper Gagaman aussi vient tempérer. Scopper Gagaman dit non, mais les gars, Ashwudin, écoute, il faut libérer Loki, et Ashwudin dit jamais de la vie. Tu sais toi-même que Loki est un criminel, que Loki a tué son père, qui aussi accessoirement est mon père. Loki a failli plonger Elbaf dans le chaos et la désolation. Et tu me demandes à moi de le libérer? Toi, t'es malade, toi. Et c'est là où Scopper Gagaman se met à dire que non, en fait, il y a de cela 14 ans, lorsque le fameux incident a eu lieu, lui et Shanks ont conduit une espèce de petite investigation et qu'au terme de cette investigation, il n'est pas sûr que c'est vraiment Loki le fautif. Et donc, histoire raconte. Et donc, flashback. Et comme je disais, Ashwudin et Luffy étaient sur le point de se joindre aux autres pirates géants pour aller s'occuper de Im-sama. Mais dès qu'ils entendent ça, Ashwudin dit à son équipage, les gars, avancez sans moi. Il demande à Loki de s'expliquer. Il dit à Loki, tu as 3 minutes. Tu as 3 minutes pour t'expliquer, donc dépêche-toi.
Et puis Luffy aussi, il entend le nom de Shanks. Et vous savez que Luffy, c'est un fine boy, mais c'est un suceur de Shanks, mon fou. Il est sur la de Shanks, mais comme un chancre. En fait, l'obsession que Luffy a pour Shanks, c'est comme l'obsession que nous, on a pour One Piece. Vous savez comment on est avide de toutes les informations. On veut tout savoir sur One Piece, tous les petits détails. Comment on veut connaître tous les moindres détails, la moindre parcelle de lore. On veut tout savoir sur le lore de One Piece. C'est comme ça que Luffy est obsédé par Shanks. C'est-à-dire que je suis sûr que si dans le monde de One Piece, il y avait les figurines Shanks, Luffy aurait toutes les figurines Shanks, frère. Dès qu'il entend Shanks, le gars perd ses moyens, frère. Shanks, en fait, Shanks c'est le Tupac de Luffy. Voilà, on va mettre ça comme ça. Shanks c'est le Tupac de Luffy. Shanks c'est le Michael Jackson de Luffy. Et donc, c'est comme ça qu'on s'achemine vers un flashback. Flashback qui a lieu à deux endroits principaux. Le Palais Royal et la maison de Scopper Gaban. Donc, au Palais Royal, on a Loki qui arrive. Et une chose qui a captivé mon attention dès le départ, c'est que même à ce moment-là, même dans ce flashback-là, Loki a les yeux bandés. Donc ça implique que Loki a des facultés sensorielles quand même. En tout cas, on a vu que Loki a été capable de détecter que Shamrock et Shanks étaient quasiment identiques alors qu'il avait les yeux bandés. Donc ça implique que Loki a certaines capacités sensorielles. Maintenant, est-ce que c'est parce que Loki a une espèce de Sharingan? Est-ce que c'est parce qu'il a des capacités sensorielles hors du commun? Est-ce que c'est son acquis de l'observation? En tout cas, là on voit que en temps normal, Loki a les yeux bandés déjà de base. C'est pas le fait qu'on l'ait jeté en prison qui fait qu'il a les yeux bandés. Donc voilà, Loki arrive, il discute avec le vieux Jarl. Ils s'envoient un peu des pics l'un et l'autre. Bon, c'est bon enfant, c'est bonne ambiance. Loki révèle que lui, il veut rien avoir à faire avec son père parce que son père est devenu un chien du gouvernement mondial. Et il déteste le gouvernement mondial parce que le gouvernement mondial a tué Rox. Et donc, lui, il ne veut rien savoir du gouvernement mondial. Pendant que Loki et le vieux Jarl ont la conversation, ils s'acheminent vers la salle du trône. Et dès qu'ils entrent dans la salle du trône, ils voient des soldats en train de poignarder le roi. Et puis après, il y a des trucs bizarres qui arrivent. Il y a tout un jeu d'ombre et de lumière. Vous connaissez Oda et le mystère. Il y a tout un mystère dont on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais en tout cas, on se rend compte que même si c'est Loki qui a descendu le roi Harald, c'était pas un meurtre prémédité. Parce que Loki n'est pas venu au palais pour assassiner son père. Ça voudrait dire que si jamais il l'a assassiné, c'est les circonstances qui ont conduit à ce qu'il assassine. Mais là, on n'est même pas sûr que c'est lui parce que comment est-ce qu'il passe de avoir une conversation normale avec Jarl et puis il vient voir son papa et puis il a l'air très content même de voir son père. Puis tout d'un coup, on dit qu'il a assassiné son père. En plus du fait qu'on a vu que c'était les soldats qui ont poignardé son père. Donc l'histoire est de moins en moins facile à croire. Et là, on voit que c'est possible qu'il y ait une pirouette entre la perte de mémoire de Jarl, le fait que Loki et Jarl sont les seuls survivants. On se dit que cette histoire n'est pas claire du tout. Et quand on voit le ton sur lequel le gouvernement mondial parle de Harald, parce que autant Loki considère son père comme un traître, autant le gouvernement mondial considère aussi Harald comme un traître. Ça voudrait dire que à un moment, Harald a fait quelque chose qui n'a pas plu au gouvernement mondial. À la base, ils avaient des relations. Parce que on sait que Harald s'est rendu à Marie-Joie. Harald avait un rapport avec la noblesse mondiale. Mais après ça, il a été perçu comme un traître. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Et comme on le sait dans One Piece, quand tu t'opposes au gouvernement mondial, tu le perds de ta vie. Et donc, il y a une possibilité que le gouvernement mondial, en fait, ait exécuté Harald à travers Loki pour le faire payer pour son affront, pour son crime de lèse-majesté, en fait. Pour moi, c'est une hypothèse de plus en plus plausible. L'autre face du flashback, c'est à la maison de Scopper Gaban, là où on a Scopper Gaban lui-même et Shanks qui prennent du bon temps, etc. Et mon Dieu, on voit Shanks avec deux bras. On voit les deux bras de Shanks. À l'époque, Shanks avait deux bras. Et on voit que Shanks avait un tatouage sur le bras gauche. Bon, après, est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est un foreshadowing? Je sais pas, le tatouage. Connaissant Oda, c'est possible. Scopper Gaban prend du bon temps avec Shanks. Il parle du fait que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et à un moment, Scopper Gaban fait mention du fait que Shanks est l'enfant de la destinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Shanks est l'enfant de la destinée. Est-ce que ça veut dire que Shanks est la réincarnation du sage des 6 chemins? Est-ce que ça veut dire que Shanks est l'enfant de la prophétie? Est-ce que ça veut dire que Shanks est voué
a joué un rôle spécifique dans l'histoire. Parce que un truc qui m'a toujours intrigué avec Shanks, c'est que jusqu'à présent, on ne connaît pas la véritable motivation de Shanks en fait. Et Shanks a forcément une motivation parce que tu ne mets pas un personnage aussi intéressant et aussi puissant au milieu de One Piece sans qu'il ait de motivation. Tu vois? Non seulement Shanks c'est monsieur everything, c'est monsieur tout. C'est-à-dire que il est à la fois un pirate légendaire, il est à la fois lié au roi des pirates. Et en fait, c'est un dragon céleste, et c'est un noble, et c'est un ceci, et c'est un cela. On se demande même, Shanks, qui es-tu? Il a toutes ces caractéristiques-là. Mais tu veux me dire qu'en fait, lui, il va juste rester là comme ça dans l'histoire, il va juste donner un coup de main à Luffy. Non, non, non. Shanks a un but. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas son but. On ne sait pas ce qu'il veut. J'ai pas l'impression qu'il veut être le roi des pirates parce que si c'était le cas, il aurait déjà été le roi des pirates s'il voulait être le roi des pirates. J'ai pas l'impression qu'ils veulent détruire le gouvernement mondial parce qu'il ne s'est jamais vraiment attaqué à eux. Donc c'est quoi son but en fait? C'est quoi le but de Shanks? Shanks est l'un des pirates les plus puissants au monde. C'est un Yonko. Et c'est peut-être même le Yonko le plus puissant. Mais qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir? Rien. Mais en fait, c'est quoi son but? Quand on apprend que oui, Shanks est en fait un dragon céleste, il connaissait en fait le roi Harald, il a une conversation avec Harald Amarijois et qu'en fait il est venu sur Elbaf aussi pour pouvoir parler avec le roi en toute liberté avant qu'il ne soit trop tard. Comment ça avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce que ça veut dire que tu savais que Harald allait se faire tuer? Si c'est le cas, comment tu le savais? Est-ce que ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, Shanks a toujours des rapports avec la Terre Sainte? Est-ce qu'il est toujours connecté à Marie-Joise? Tellement de questions sur Shanks, frère. Qui est cet homme? Qui est ce Shanks? De quel côté est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son but? Quel est son objectif? De quoi est-il capable? Qu'est-ce qu'il sait qui le rend dangereux? Les gens parlent beaucoup de Dragon et les gens disent oui, Dragon est un homme dangereux. Oui, certes. Mais les gens ne parlent pas souvent de Shanks. On parle de Shanks en mode oui, il est mystique, il est puissant. Mais frère, si on part du principe que Shanks est un noble, Shanks est un dragon céleste et pas n'importe lequel. C'est le fils de Figarland. Et Shanks a été dans l'équipage, c'est le fils adoptif du roi des pirates en fait. Ça veut dire que il connaît énormément de choses sur les deux côtés. En plus du fait que c'est un citoyen honoraire d'Elbaf. Frère, c'est un cheat code. Donc à un moment, Oda, il faut que Oda nous révèle les véritables motivations de Shanks. Parce que tu peux pas me dire que Shanks n'a pas de motivation. C'est pas possible. C'est pas possible. Un gars aussi puissant, un gars aussi intelligent, un gars aussi sage ne peut pas ne pas avoir de motivation. Il faut qu'on connaisse les motivations de Shanks. Qu'est-ce que tu veux, Shanks? Qu'est-ce que tu veux? Un petit moment drôle, pendant que Shanks et Skopper-Gaban étaient ensemble, c'est... On nous montre un peu la vie de famille de Skopper-Gaban. Et puis, il y a Ripley qui demande à Shanks, « Oui, mais Shanks, raconte-moi un peu une histoire sur Skopper-Gaban quand il était plus jeune. » Et voilà, Shanks se prépare à dérouler. Shanks se dit, « Ah, tu veux savoir ce que Skopper-Gaban faisait quand il était jeune, hein? » Eh bien, je vais te dire, moi, un jour, il a... Et avant même que Shanks ouvre sa bouche, Skopper-Gaban lui dit, « Hé, toi, monsieur, hé, toi, tu la fermes. Ok? Si tu veux quitter ce pays en vie, tu fermes ta gueule. J'ai travaillé tellement dur. J'ai rencontré la femme de ma vie. Je lui ai fait un enfant. J'ai construit un foyer. Je vis ma meilleure vie. Et toi, tu veux venir détruire ma meilleure vie que j'ai construite. Tu es malade, frère. Je vais te gorger si tu t'amuses. » J'ai trouvé ça très, très drôle. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et encore une fois, dès que Shanks dit, avant qu'il ne soit trop tard, on repart au palais. Et là, on voit l'incident. On voit que oui, le roi Harald a été assassiné. Quasiment tous les gardes qui étaient là, tous les membres de la garde rapprochée du roi ont aussi été assassinés. Le vieux Jarl a une épée dans le crâne et il a perdu la mémoire apparemment. Mais clairement, on est en train de voir qu'en fait, c'était un setup. On voit qu'il y a un truc là qui sent pas bon. Et que Loki, même s'il est fautif, quand bien même il serait fautif, n'est pas le seul fautif dans l'histoire. Et donc j'espère que Loki va raconter en tout cas sa version des choses et qui va nous apporter plus d'informations. Le chapitre se termine avec un flashback dans le flashback. Cette fois-ci, un flashback d'il y a plus de 100 ans. Là, on nous montre la jeunesse du roi Harald.
où il venait juste d'être couronné le roi d'Elbaf, je pense. Et il faisait partie des pirates géants et il faisait n'importe quoi en fait. Là, il était en roue libre, frère. Il tabassait des gens à gauche et à droite, il détruisait des buildings. Il avait rien à voir avec le Harald que nous on connaît. Avec le Harald qu'on nous a présenté comme, oui, le symbole de paix, le symbole d'amour, machin. Non, lui là, celui-là, le Harald qu'on a vu là, lui, c'était un bon fils de p***. Fils de p***, bonne et due forme. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a conduit quelqu'un qui était aussi chaud bouillant, quelqu'un qui était aussi tête brûlée, qu'est-ce qui a pu le changer de telle sorte qu'il devienne un symbole de paix. Bon, en dehors de l'âge, évidemment, parce que quand on vieillit, on s'assagit. Mais en plus de l'âge, il y a dû avoir un changement idéologique, il y a dû avoir un basculement qui s'est effectué dans sa vie, qui a fait qu'il devienne un peu plus calme et qu'il ait plus à cœur le bien-être de son peuple. Donc, qu'est-ce qui a conduit à ça? Ou bien, est-ce que, en fait, le roi Harald est une sale m*** et que tout ce qu'on nous a dit sur lui, c'était de la propagande? Peut-être. Comme j'ai dit, ce chapitre était une masterclass. Vraiment, on critique souvent Oda et on ne devrait pas avoir peur de le critiquer, mais quand il sort des masterclass comme ça, les gars, inclinons-nous. Inclinons-nous. Oda a fait le taf. Oda nous démontre pourquoi c'est lui le boss. Voilà quoi, on est hypé comme toujours, on est excité comme toujours. On veut savoir ce qui va se passer dans le prochain chapitre comme toujours. Et voilà tout ce que j'avais à dire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie. N'oubliez pas de me laisser un like, laissez-moi un commentaire. Si vous êtes sur TikTok, followez-moi. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous s'il vous plaît. J'ai pas encore d'abonnés sur YouTube, la honte. J'ai 0 abonnés sur YouTube, les gars. C'est quoi cette lourde? S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça vous coûte rien. Abonnez-vous, activez la cloche. Encouragez-moi à faire plus de contenu. Merci. Ok. On se verra dans un prochain podcast. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'ici. Au revoir. Goodbye. Hasta la vista. Salam, shalom, annyeong, sayonara. Peace.